Bonjour, merci à toutes et à tous pour votre participation et le fait d'avoir voulu braver un peu l'inertie qui nous caractérisait ces derniers mois pour venir. Et moi, je suis ravi de participer à cette discussion collective. Donc, le but de ma présentation, c'est d'exposer les premiers résultats d'une enquête que je mène dans le cadre de mon travail ici au Collège de France. Donc, le titre de ma présentation, c'est le travail artistique au prisme des contrats, le cas du cinéma français entre 2006 et 2018. Donc c'est des résultats assez exploratoires parce que dû au contexte récent, on a eu beaucoup de mal, plus de mal qu'on aurait espéré à récupérer les données qu'on voulait, donc ça a pris un peu plus de temps. Et voilà, donc je serais très preneur de toute remarque ou question que vous avez sur l'enquête. Donc l'enquête que je présente, elle porte en fait sur les modalités de travail et de rémunération des auteurs en cinéma. Donc ce qu'on entend par auteur, c'est ceux et celles qui sont rémunérés au titre des droits d'auteur, c'est-à-dire qui ont suffisamment contribué à la conception et à la création d'une œuvre cinématographique pour percevoir un droit sur ces différents modes de diffusion. Donc ici, on se concentre exclusivement sur les réalisateurs, réalisatrices et sur les scénaristes. Il y a d'autres types d'auteurs en cinéma, en particulier les compositeurs de musique originale et parfois en fait même les décorateurs sur des films historiques qui touchent des droits d'auteur, mais ce n'est pas ce sur quoi on se concentre, qui est vraiment la grande majorité des auteurs. Donc avant d'entrer dans le détail, je voulais remercier le CNC qui nous a donné accès aux contrats de cession de droits d'auteur, donc aux contrats qui sont signés entre les producteurs et leurs auteurs avant d'engager le processus de création. Et donc nous avons codé manuellement ces contrats avec 2 assistantes de recherche que nous remercions ici aussi également. Donc grâce à ce partenariat, nous avons eu accès à l'ensemble en fait, des contrats de long métrage qui ont été réalisés en France en 2006, 2014 et 2018. Donc on n'a pas toutes les années entre 2006 et 2018, on a 3 carottes comme ça. J'explique pas trop pourquoi c'était ces années, mais c'est les années qu'on a accepté de nous donner. Et il faut savoir que c'est assez stable dans le cinéma français. On a à peu près 200 films, 200 longs métrages qui sont produits par an. Et donc on a à peu près 600 films sur les 3 années qu'on a, ce qui fait environ 1802 contrats, puisqu'on a au moins un réalisateur et un scénariste sur le film, et souvent en fait plusieurs scénaristes, voire plusieurs réalisateurs et réalisatrices. Donc on a dans les contrats, on a 466 fictions, 121 documentaires et 10 films d'animation. Alors pour un peu, mais vraiment rapidement, un peu de contexte sur le droit d'auteur pour ce qui est du cinéma français. Donc les modes de rémunération actuels sont le produit bien sûr d'une longue histoire culturelle, juridique et sociale. Juste pour pointer un ou 2 éléments importants, il faut savoir que dans la première moitié du 19e siècle, la conception prédominante du travail d'écriture était celle de l'auteur qui était propriétaire de son œuvre, donc l'œuvre comme capital qui devait être rémunéré sur l'exploitation de ce capital. Or, le développement des marchés de création ainsi que les nombreux mouvements sociaux d'auteurs qui se sont déployés jusqu'à la fin des années 60 ont progressivement conduit à l'émergence de la figure du travailleur intellectuel, rémunéré comme un travailleur, mais qui conserve un droit moral sur l'œuvre, dont l'exploitation ne peut pas être cédée, puisqu'on ne peut jamais céder, il y a un droit inaliénable sur l'œuvre, mais elle peut être concédée pour une durée déterminée en échange d'une rémunération. Et donc tout l'objet des recherches sur ces questions-là, c'est de savoir quel est le statut de cette rémunération. Alors ça vaut pour l'écriture en fait en général, c'est pas spécifique au cinéma, ça vaut pour le théâtre, ça vaut pour le roman. Alors dans le cinéma, le statut spécifique des auteurs a été l'objet de nombreux conflits, en particulier durant la première moitié du XXe siècle, entre l'État, les organisations professionnelles et un certain nombre de juristes, et qui a abouti au principal cadre juridique en vigueur qui date de 1957 et qui consacre en France, et ce qui est très spécifique notamment par rapport aux États-Unis, les auteurs. Donc je renvoie ici à la thèse et au livre qui est sorti de Jérôme Pacoret le titre ne me revient pas, mais qui est très précis sur l'histoire des batailles autour du statut des auteurs en France. Donc, cependant, ce statut continue d'être discuté au sein de la profession et par les décideurs politiques. La commission Racine, qui a récemment rendu son rapport, traite de ces questions-là. Et je renvoie, j'en parlais un peu avec les autres participants et participantes avant, mais le blog qui a récemment été lancé, qui s'appelle Parole de scénariste, qui recueille un certain nombre de témoignages anonymes de gens dans la profession qui réclament en fait des meilleures conditions de travail puisqu'ils se sentent un peu exclus. En fait, les scénaristes se sentent subir beaucoup d'abus, en particulier à la fois de la part des producteurs, mais aussi des réalisateurs, puisqu'on a une sorte de double subordination qui date en fait de la nouvelle vague où le scénariste est vraiment là pour accompagner le réalisateur dans l'accouchement de son film. Alors un peu quelques éléments un peu plus théoriques, mais vraiment rapidement sur
sur le cadre de notre enquête. Donc plutôt qu'un travail sur la fonction auteur ou sur la construction d'un statut juridique par l'action publique, etc., ici on se propose d'adopter la focale des contrats, donc la focale contractuelle, pour comprendre l'organisation de ce secteur économique particulier. Donc pour nous, le moment contractuel représente une interaction sociale très spécifique entre l'auteur et son potentiel producteur. C'est un moment de négociation, mais c'est aussi un moment d'évaluation de la qualité du créateur dans une économie qui est fortement déterminée par la réputation acquise par le passé. Et là, il n'y a rien de très nouveau par rapport à ce qui a déjà été dit. Alors sociologiquement, on se situe dans une approche qu'on dit relationnelle des inégalités, c'est-à-dire que les inégalités ne sont pas juste le produit de grandes dislocations, par exemple des inégalités de classe, des rapports de propriété, des choses comme ça, mais que les inégalités, elles sont construites en fait dans des interactions sociales qui peuvent être quotidiennes, qui sont parfois asymétriques et qui reproduisent comme ça, qui peuvent avoir des effets macro, mais qui sont quand même reproduites dans les inégalités, à travers des interactions. Ces interactions, elles sont ici entre les producteurs et les auteurs, mais elles peuvent aussi être entre scénaristes et réalisateurs, et c'est des choses qu'on peut voir un peu dans les contrats, mais pas trop, en voyant notamment le nombre d'auteurs qui travaillent sur le même film, etc., les différences de rémunération entre réalisateurs et scénaristes. Il faut savoir en France, juste pour j'ai un chiffre que je donne rapidement ici, mais il y a 86,6% des contrats, en fait, des réalisateurs dans notre base de données qui sont aussi scénaristes de leurs films. Donc c'est extrêmement dominant, en fait. Il y a assez peu de réalisateurs qui confient l'écriture d'un scénario à quelqu'un d'autre entièrement. Donc voilà, ensuite, deux rapides éléments de contexte, mais qui ont rien de très nouveau par rapport à ce qui a déjà été dit. L'accès, en particulier à la réalisation, mais c'est aussi vrai dans une certaine mesure du scénario, c'est un accès assez décloisonné dans le cinéma français, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent de parcours assez différents, même s'il y a des déterminants sociaux, mais il n'y a pas une voie d'accès à la réalisation ou à l'écriture de scénario. Par contre, après, une fois qu'on est rentré dans le milieu, il y a des sous-espaces assez cloisonnés et il y a assez peu de circulation. On peut penser notamment à une différence qu'on a un peu entre cinéma d'auteur, cinéma grand public, etc. Il y a assez peu de circulation. Donc la spécificité du cinéma français par rapport à d'autres types d'économies, c'est que c'est une économie qui est quand même très, très appuyée sur le préfinancement, c'est-à-dire que les subventions publiques jouent un rôle central. Et il faut savoir que tout film en bénéficie. C'est ce qui fait qu'en fait, nous, on a eu accès aux contrats d'auteur, parce que les entreprises ont été obligées de déposer leurs contrats pour obtenir l'agrément et donc valider l'obtention des financements. Et cette économie de préfinancement a une conséquence sur les producteurs et sur les auteurs. Sur les producteurs, en fait, là, j'ai tracé rapidement le capital social des entreprises qui sont présentes dans les contrats. C'est-à-dire c'est une mesure un peu brute de la taille de ces entreprises-là. Et on voit qu'il y a un saut assez radical à 45 000 € parce que pour obtenir les avances, enfin les financements long métrage du CNC, qui est la principale instance de financement, il faut avoir un minimum de 45 000 € de capital économique. Donc 45 000 €, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que l'entrée dans le jeu, entre guillemets, il n'est pas très, très coûteux. Il y a une entrée minimale, mais ce n'est pas rien non plus. Donc, ce n'est pas tout et n'importe qui. Enfin, ce n'est pas n'importe qui va ouvrir une entreprise à 1 € et qui peut se lancer et tenter sa chance. Donc voilà, il y a une sorte de... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le risque pour les producteurs, il n'est pas tant financier, puisque voilà, il y a beaucoup de préfinancement, contrairement notamment aux États-Unis, mais c'est un risque qui est avant tout réputationnel. C'est-à-dire que si on fait un film qui ne marche pas, on risque de ne pas pouvoir retrouver des financements publics derrière. Et c'est un peu pareil, en fait, du point de vue des auteurs. Et donc, la question qu'on se pose, c'est de savoir qu'est-ce que fait cette économie où le risque est réparti un peu différemment sur... où le risque est, disons, avant tout réputationnel et moins économique. Qu'est-ce qu'il fait sur les relations, la structure du champ et les inégalités entre auteurs. Alors, dans notre base de données, on a 60% de contrats de scénaristes, 30% de contrats de réalisateurs. Donc une majorité quand même de scénaristes, ce qui est normal parce qu'il y a plus de scénaristes sur un film que de réalisateurs. Alors, il faut savoir que les contrats sont extrêmement standardisés, mais que le degré de précision varie énormément, notamment en fonction des montants. C'est-à-dire plus on a des montants élevés, plus on va avoir des contrats qui vont commencer à être très longs, quoi. On a des contrats qui font parfois 8 pages, parfois on a des contrats de 50 pages. Donc tout l'enjeu, ça a été de coder un peu ça sous une forme un peu standardisée pour pouvoir l'exploiter. Mais globalement, on a à peu près 3 phases qui ont guidé un peu notre codage. La première phase, c'est les parties contractantes, c'est-à-dire qu'on connaît les auteurs, les producteurs, et on connaît aussi les éventuels agents qui représentent les auteurs dans la négociation. La deuxième chose, c'est la structure de la rémunération, qui est en trois parties sur lesquelles je vais revenir juste après. Donc voilà. Et la troisième chose, c'est qu'on a les échéances de travail et les paiements éventuels, c'est-à-dire quand il y a de l'argent, quand est-ce qu'il doit être versé. Alors pour une présentation de comment sont payés les auteurs dans le cinéma français, en fait, il y a 3 parties qui
sont représentés ici. Donc on a du fixe, du variable et des éventuels bonus. Alors, ce qu'on entend généralement comme droit d'auteur, enfin plus communément, c'est la rémunération proportionnelle, avec des taux sur les recettes. Et en fait, dans le cinéma français, la principale modalité de rémunération est ce qu'on appelle les minima garantis, et qui représentent en réalité une avance sur les recettes. Donc on en a déjà parlé ce matin, mais c'est l'idée qu'en gros, il y a effectivement un taux qui va s'appliquer notamment sur les entrées en salle, mais il y a une avance qui est donnée. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, vous allez toucher 10 000 €, et si jamais le film génère plus que 10 000 € par ses entrées en salle, ben voilà, on complétera éventuellement si c'est plus. Donc c'est ça ce que j'appelle la différence entre fixe et variable, donc entre fixe et rémunération proportionnelle. Et après, il y a des éventuels bonus qui sont plutôt par seuil, c'est-à-dire si le film génère plus qu'1 million d'entrées en salle, il y a un lump sum, quoi, un fixe déterminé qui va être développé. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'économistes qui s'intéressent au champ qui disent qu'en fait, les minima garantis, c'est un salaire déguisé, quoi. Et que, en fait, du coup, ça s'appelle du droit d'auteur, mais ça ne devrait pas s'appeler comme ça, et il faudrait changer le statut en fonction, etc. On va montrer que c'est un peu plus compliqué que ça. Et le dernier point, c'est que sur la rémunération proportionnelle, il y a 2 taux différents, et on y reviendra un peu plus tard. Le premier taux, c'est une rémunération directe sur les entrées en salle, c'est-à-dire il y a de l'argent. Quand vous achetez une place de cinéma, il y a un pourcentage qui va directement dans la poche de l'auteur. Et il y a d'autres formes de rémunération sur lesquelles je ne reviens pas. Mais ça, c'est le principal. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la rémunération après amortissement, c'est-à-dire qu'une fois que le producteur a fait ses comptes, il regarde combien lui a coûté le film, combien ça lui a rapporté, et s'il y a une partie qui reste, un delta, l'auteur va toucher une portion différente. Donc c'est vraiment une rémunération sur le capital, disons, auquel a le droit l'auteur. Donc on peut penser un peu cette la différence entre ce que j'ai écrit pourcentage 1 et pourcentage 2, entre rémunération sur le travail, un peu complémentaire, et rémunération sur le capital après amortissement. Alors sur les types de contrats qu'on a, donc c'est assez évident, mais on a du coup des contrats de scénaristes qui sont généralement signés du coup bien avant que l'on décide si le film va éventuellement être tourné, produit, etc. C'est vraiment avant le processus d'écriture, en théorie, entre le producteur, l'auteur et son agent. On a ensuite des contrats de réalisateurs qui normalement sont signés après la décision de production, c'est-à-dire le scénario a été écrit, on décide de faire le film, on va le confier à un réalisateur ou une réalisatrice et on va signer le contrat. Et ensuite on a des contrats d'auteurs-réalisateurs qui du coup courent sur toute la chaîne de production, puisque ça implique un processus d'écriture et un processus de production. Donc ce qui était important pour nous, c'était d'apparier les données qu'on a là, qui sont des données de contrat, donc on ne connaît rien a priori sur les auteurs, les entreprises, etc., avec des données extérieures qui nous permettent d'avoir des variables un peu explicatives sur la trajectoire des auteurs. Donc on a pour ça une base du CNC où on a en fait l'ensemble des films qui ont été faits en France depuis 1994, donc c'est presque 5000 films, avec les devis, les coûts, les types de financement, etc. Mais on n'a pas encore un fichier d'information complet sur les auteurs qu'on est en cours de négociation avec la SACD, qui devrait nous arriver, mais ce qui nous permettront d'avoir notamment l'âge, l'entrée dans la profession, la carrière passée de manière un peu plus précise que juste les films qui ont été réalisés. Donc voilà, ça c'est à plus long terme ce qu'on va essayer de faire. Alors, donc là, je rentre plus dans l'analyse de données, ce que j'ai appelé une économie de la réputation, risque et rémunération dans le travail artistique. Alors, pour parler des minima garantis, qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue de ce que j'ai appelé le pseudo-salaire? Donc, ça suit une courbe de Pareto qui est un peu plus décalée en distribution pour les réalisateurs à droite, donc qui gagnent un peu plus d'argent, mais là, il n'y a rien de très sensationnel, si ce n'est que c'est effectivement très, très inégalitaire. C'est très, très concentré vers la gauche du graphique. Donc sur la question de savoir si effectivement c'est des salaires déguisés, il faut savoir qu'en fait on a dans l'ensemble des contrats qu'on a étudiés, il y a un échéancier de paiement avec une clé de répartition des minima garantis. C'est-à-dire que le fait que ça s'appelle garantie, c'est un mauvais adjectif puisqu'il n'y a pas tout qui est garanti dans le minimum garanti. Il y a une partie du garantie qui s'appelle la part garantie qui est effectivement versée à la signature du contrat. Donc c'est le moment 1 que j'ai indiqué ici. Et en fait, je vous montrerai un graphique ensuite qui montre la part de ce montant total qui est versé. Alors, il y a juste une petite remarque que je veux faire, c'est qu'on a effectivement dans nos contrats que des contrats qui ont réussi, c'est-à-dire que des films qui se sont faits in fine. Et en fait, les pratiques qu'on observe, on aurait tendance à dire qu'en fait, on sous-évalue complètement les types d'inégalités ou d'abus qu'on observe parce qu'on n'a pas tous les contrats qui ne se font pas, qui sont résiliés avant la fin, qui ne sont pas valides juridiquement, etc. On n'a que ceux qui sont rentrés dans un certain cadre, qui ont été validés par le CNC. Donc voilà, il y a un biais vers le succès.
Donc initialement, le contrat peut être signé à la fois sur la base d'un concept, d'une version déjà écrite d'un scénario, ou même d'un scénario définitif. En fait, on a énormément d'hétérogénéité de ce point de vue-là. Et ensuite, l'élément qui est important à mettre en avant ici, c'est que les clés de répartition des minima garantis traduisent un transfert de risque des producteurs vers les auteurs, puisque le déblocage des minima censés être garantis dépend d'échéances qui parfois ne relèvent pas du travail ou de l'appréciation de l'auteur. Et c'est ça le point important. On voit notamment dans la première ligne ici que j'ai mise sous contrat de scénariste, donc c'est les contrats qui commencent à la signature et qui s'arrêtent au versement de la version finale. Et en fait, on remarque que ça concerne qu'un quart, donc 27% des contrats de scénaristes sont comme ça. C'est-à-dire que voilà, il y a l'argent qui est versé au départ et qui est versé à la fin du processus d'écriture. En fait, la grande majorité, donc les 3/4 des contrats de scénaristes, ont des minima garantis qui sont versés que si le film sera mis en production. Alors qu'en fait, c'est a priori une décision qui ne dépend pas du travail du scénariste, qui dépend du réalisateur, qui dépend du producteur, qui a envie de chercher du financement, etc. Donc on fait peser d'une certaine manière le risque d'un point de vue des revenus sur les scénaristes. Donc ça, c'est l'élément vraiment central, sachant qu'en fait, on peut déjà avoir énormément de versions de travail. Le maximum qu'on a dans nos contrats, c'est 13 échéances de travail, donc 13 versions du scénario à fournir, avec à chaque fois 10%, ou enfin un peu moins, qui est versé du minimum garanti. Donc c'est aussi vrai dans une certaine mesure pour les réalisateurs, mais c'est un peu moins choquant, donc j'avance un peu pour vous présenter ça. Donc là, on a calculé en fait le montant total qui était versé en fonction des différentes étapes d'écriture pour nos 3 années. Et on voit que aussi bien pour les scénaristes que pour les réalisateurs, on a une chute en fait de la part qui est garantie à la signature. C'est-à-dire qu'on observe sur la période un transfert progressif du risque des producteurs vers les auteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus dans le détail, puisqu'on voit, donc là c'est la part en bleu, c'est ce qui est effectivement versé au départ, et le reste c'est ce qui dépend du travail ou dépend de la mise en production. Alors qu'on voit pour les scénaristes, la part versée à la mise en production, elle reste stable. C'est les barres grises ici. Donc ce qui semble jouer, c'est plutôt la croissance de la part liée à l'écriture. Donc on a en fait un risque qui pèse plus sur le travail lui-même et notamment la capacité du producteur à se retirer de la relation contractuelle si jamais ça ne lui plaît pas. Et notamment, on a observé sur la période une croissance très importante d'un type de clause qui s'appelle des clauses step deal et qui disent en gros qu'à chaque étape du scénario, le producteur peut choisir de se retirer et de ne plus verser le reste des minima garantis. Et donc la présence des clauses step deal qu'on a codées, elle passe de 37 à 53% entre 2006 et 2018. Donc on a vraiment une croissance qui se reflète en fait dans la part des versements qui sont donnés. Alors pour les réalisateurs, en fait on a la part qui diminue pour ce qui est du garanti, elle augmente dans les barres grises ici, donc c'est ce que j'ai appelé la part versée jusqu'à la sortie, c'est-à-dire en gros tout ce qui suit, qui va après même le tournage et même après la post-production. Donc là aussi, il y a une sorte de transfert de risque, puisque le fait que le film sorte effectivement en salle une fois qu'il a été versé dans sa version finale dépend plus vraiment du réalisateur. On l'a vu avec la pandémie actuelle, notamment, il y a plein de films qui ont été bien remis dans leur version finale et qui ne sont jamais sortis. Ça ne dépend pas du travail du réalisateur. Donc on a ce transfert de risque. Ensuite, on a voulu regarder un peu plus en détail ce qui se passait du point de vue de la rémunération proportionnelle. Donc je vous ai expliqué la différence entre les deux taux. En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je n'ai pas trouvé de variation très importante pour les réalisateurs. Donc il semble en fait que la rémunération proportionnelle, il n'y a pas de variabilité significative. On ne peut pas dire quelqu'un qui est plus avancé dans sa carrière, il touche plus de proportionnel. Par contre, ça marche pour les scénaristes. Et on a notamment cherché à modéliser en fait la relation entre la rémunération proportionnelle et le minimum garanti. Et ce que vous montrent ces deux courbes, en fait, linéairement, la relation entre les deux taux, c'est un peu technique, mais je vous explique ce que ça dit juste après. Linéairement, ce n'est pas significatif. Par contre, d'un point de vue quadratique, donc avec le carré, en fait, on voit quelque chose, c'est-à-dire qu'en gros, on a une courbe hyperbolique qui trace la relation entre les deux. Ce que ça veut dire de manière un peu plus élémentaire, c'est qu'en gros, on a des comportements relativement similaires aux extrêmes. C'est-à-dire qu'en fait, assez paradoxalement, les films ou les scénaristes qui sont payés avec un tout petit minima garanti, la courbe en bleu ici, ils vont aussi avoir un petit taux après amortissement. Et donc, ça veut dire qu'en gros, le producteur sait qu'il y a peu d'enjeux parce que le film réussira pas très très bien en salle. Et donc, si jamais il réussit, ça va être un bonus pour le producteur.
Et en fait, pour les films ou pour les scénaristes qui sont très très bien payés à l'inverse, c'est un peu pareil. L'idée, c'est qu'il n'y a pas trop d'enjeux puisqu'on sait que le film va très très bien réussir. Donc le producteur n'a pas trop intérêt à intéresser l'auteur à la réussite du film. Par contre, pour tout ce qui est des films un peu du milieu, là, le risque pèse plus directement sur les auteurs parce qu'ils ont intérêt à ce que leur film marche très bien. Alors, on a une relation un peu inverse pour le taux en salle, qu'on n'explique pas encore complètement aujourd'hui, mais qui varie beaucoup moins. Moi, j'ai une explication, mais j'en suis pas bien sûr. Donc voilà, mais en tout cas, on a cette courbe en U qui est dessinée pour les scénaristes. Alors, ces quelques résultats montrent qu'ouvrir la boîte noire des contrats permet de mettre en évidence une gestion complexe en fait, de l'incertitude liée à la production, mais aussi au succès du film. On ne peut pas dire que les minima garantis puissent être considérés comme du salaire déguisé, puisque, notamment quand on regarde la séquentialité des versements, ainsi que les compléments qui sont liés à la rémunération proportionnelle, cela traduit plutôt les attentes différentielles qui sont liées à la réussite du projet et à la répartition variable du risque, autant que du pouvoir entre auteurs et producteurs. Donc ce poids de l'incertitude et la très forte concurrence qui existe au sein de ce milieu, où les chances de survie sont en réalité très très faibles, tout ça engendre de nombreuses inégalités entre auteurs. Et ici, on va s'intéresser plus particulièrement au ressort des inégalités femmes-hommes qui sont au cœur de l'actualité en fait, depuis 2 ans pour ce qui est du milieu du cinéma, mais qui en fait ont donné lieu à assez peu de travaux vraiment précis, en fait, quantitatifs sur les inégalités intraprofessionnelles. Alors, pour se rendre compte assez rapidement de ces écarts dans la profession, ici à gauche, vous avez donc là, c'est que sur tout ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est que sur les réalisateurs et réalisatrices, puisqu'on n'a pas encore les données pour les scénaristes. Donc à gauche, vous avez la courbe du pourcentage de femmes réalisatrices depuis 1994. Donc il y a quand même une croissance, qu'on est passé de 14%, ce qui n'était vraiment pas beaucoup, à 26% en 2018. Mais on a à peu près 25%, voilà, environ de femmes réalisatrices, qui est à peu proche de ce que vous disiez sur les dessinateurs, sur les BDastes ce matin, si je me rappelle bien. Et pour les scénaristes, on voit qu'on est à peu près à quelque chose d'équivalent, mais on n'a que les données sur les 3 années, voilà, donc ça fluctue. Donc c'est assez loin de l'objectif de parité qui est aujourd'hui défendu par un collectif de professionnels LES qui s'appelle le collectif 50-50 et qui réclame une parité sur les tournages, dans les professions, etc. Donc là, pour ce qui est des auteurs, on en est assez loin. Donc sur l'ensemble de la période, on a un wage gap, donc un différentiel de salaire femmes-hommes qui est autour de 40% en 2018 et qui est de 29% si on raisonne à devis équivalents. Donc on pourrait dire oui, les écarts de salaire sont justifiés par le fait que les femmes font des films qui coûtent moins d'argent, etc. En fait, la différence, elle est très haute et elle se maintient même à devis équivalent. Et ce qu'on observe, ce que vous montrent les 2 graphiques ici, c'est qu'on a une standardisation à la baisse pour les hommes, donc c'est le graphique de droite, donc on a une convergence entre les 2 courbes, c'est évident, mais il y a des écarts qui se maintiennent, mais on a quand même une convergence entre les salaires, donc les minima garantis moyens des hommes et des femmes sur les 3 années. Mais on a aussi les petites moustaches que vous voyez ici traduisent les écarts types, donc c'est en gros la variabilité des écarts, c'est pas juste la moyenne, mais à quel point ils sont répartis autour de cette moyenne. Et on voit que pour les hommes, ça baisse et puis ça standardise, alors que pour les femmes, on n'observe pas un phénomène similaire. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à dire qu'il y a de l'hétérogénéité qui va, pas forcément croissante, mais qui est toujours présente, et c'est assez cohérent avec tout un ensemble d'études en fait, sur les secteurs où il y a très peu de femmes. Alors, une hypothèse qui pourrait expliquer ce wage gap, ce serait de dire en fait, les femmes font des films qui marchent moins bien que les hommes. Et ça justifierait des minima garantis un peu différents. En fait, c'est pas si vrai. Donc la courbe de gauche ici, elle vous montre les écarts de minima garantis entre hommes et femmes selon le nombre de films qui a été fait, c'est-à-dire l'ancienneté dans la carrière. Et on voit qu'effectivement, il y a encore une fois un fort plafond de verre, comme vous disiez ce matin, puisque au-delà de 4 films, on voit que l'écart il chute complètement, quoi. Donc ça, c'est ici. Alors, sur la moyenne des entrées en salle, donc là, on a calculé en fait le total qu'un réalisateur ou une réalisatrice avait généré comme entrée en salle sur l'ensemble de sa carrière, en fonction du nombre de films. Et on voit qu'il y a aussi, les courbes sont assez proches jusqu'à 4 films, et puis elles se divisent au bout du 4e film, c'est-à-dire qu'au sein de l'élite du secteur, on a des inégalités qui sont très très fortes. Alors après, la courbe la plus intéressante, c'est celle-ci, puisqu'on a calculé la rentabilité moyenne des films, c'est-à-dire lorsqu'on met en rapport le coût des films et les entrées qu'elles ont générées, et en fait, on voit que là, les choses sont beaucoup moins claires, c'est-à-dire les courbes s'entrecroisent un peu, donc avant pareil, avant d'arriver au 4e film,
on voit qu'on ne peut pas dire que les femmes font des films qui sont moins rentables que les hommes. Par contre, effectivement, si vous appartenez à l'élite du secteur et que vous faites des films à énorme budget, bah, effectivement, là, ça va générer une rentabilité qui va être supérieure. Donc l'argument d'inégalité, il n'est pas justifié par des écarts de performance. Donc ce que ça montre en fait, c'est que, ce que vous montre ces courbes-là, globalement, ce qu'il y a à retenir, c'est que la longévité dans la carrière pour les femmes, elle est beaucoup plus incertaine et que cette incertitude, elle impacte en fait les inégalités de rémunération. Donc en bas à droite, vous avez le nombre la part de femmes en fonction du nombre de films qui a été fait. Et on voit bien qu'au début, la part de femmes, elle est assez haute, et puis plus le nombre de films augmente, plus la part de femmes, elle chute, quoi. Et en fait, plus on arrive à 10 films, 15 films, c'est-à-dire vraiment des gens qui durent dans le métier très très longtemps, on a quasiment plus de femmes. Et en fait, ça a un effet très fort sur différents types de mesures. Donc en haut à gauche, on a les déciles de rémunération, donc c'est la part de femmes en fonction des déciles de minima garantis, et on voit qu'autour du 3e, 4e décile, ça chute aussi. On n'a pas une remontée à la fin, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'études en ce moment qui disent oui, dans les secteurs où les femmes sont peu représentées, on a ce qu'on appelle un effet superstar, c'est-à-dire qu'il y a quelques femmes qui vont truster tout et qui, en fait, quand on regarde le bout de la distribution, les femmes et les hommes sont à une relation d'égalité. En fait, on n'observe pas ça, parce que sinon, on devrait avoir la proportion des femmes ici qui remonte à mesure qu'on avance dans les déciles. Et en fait, si on regarde le nombre cumulé d'entrées en salle et le décile des coûts, c'est-à-dire la taille des films qui ont été faits, on a à peu près la même trajectoire de courbe. Ce qui est intéressant, on a une chute autour du 3e, 4e décile. Alors, pour aller un peu plus loin, on peut aller un peu plus en détail en fait, sur les effets pour analyser les effets cumulatifs des carrières incertaines sur les inégalités. Et ça, je vous présente rapidement ce tableau qui est le résultat d'une régression exploratoire où on a mis à la fois on a mis un peu toutes les données qu'on avait, les données de contrat, les données extérieures. Alors, 2-3 résultats intéressants derrière ce gros tableau de chiffres. Donc, le premier modèle que vous avez ici, il explique juste les écarts de rémunération en fonction du nombre cumulé d'entrées en salle sur la carrière passée. C'est-à-dire au moment où la personne entre en négociation pour signer son contrat, combien d'entrées il ou elle a généré en salle. Et on voit en fait que ce qui est intéressant, c'est que l'effet il est beaucoup plus fort pour les femmes que pour les hommes, presque 3 fois plus fort. Donc, en gros, avoir fait une entrée en plus en salle, ça permet de générer... 100 entrées, ça fait 6,4 € en plus, et 100 entrées, ça fait que 2,4 € pour les hommes. Voilà, donc j'expliquerai après ce que ça veut dire. Et ici, on a ce qu'on appelle le R carré qui représente en fait la puissance explicative du modèle. Donc ça vous dit en gros que le modèle, il marche beaucoup mieux pour les femmes que pour les hommes, mais vraiment beaucoup mieux, parce qu'on passe de quasiment 45% à 27%. Donc ça veut dire qu'en gros, les entrées en salle, donc la performance, les contraintes de performance pèsent beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, qui sont beaucoup plus contraintes de générer des entrées pour pouvoir négocier des meilleurs minima garantis par le futur. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas toute une série de variables qui permettent d'expliquer en fait ces écarts, et c'est pour ça qu'on a fait cette deuxième régression qui inclut cette fois-ci toutes les informations qu'on a dans les contrats. Donc on a le devis, la présence d'un agent, le nombre total d'auteurs, le rang d'entrée dans la production, c'est-à-dire est-ce que c'est premier auteur, deuxième auteur, etc., le taux après amortissement, le capital social de l'entreprise, le fait que la personne est à la fois réalisateur et producteur de son film, et puis d'autres variables, les années. Alors, voilà. Donc je vais pointer quelques résultats qui sont intéressants. Donc le premier résultat, c'est ici, on voit que l'écart entre les deux coefficients, il s'est réduit. C'est-à-dire que la puissance explicative, en intégrant toutes ces variables-là, on a un rapprochement de la situation des femmes et des hommes. Donc en gros, là, il y a des variables qui sont ici, qui ne sont pas celles-là, qui sont ici, qui en fait jouent plus pour les hommes que pour les femmes. Et c'est pour ça, et qui permettent en gros aux hommes de négocier des meilleurs salaires tout en ayant des performances moins importantes. C'est ça que ça nous dit. Et on voit par exemple que même en contrôlant pour toutes ces variables-là, l'effet d'une entrée en salle supplémentaire, il est toujours 3,5 fois plus important pour les femmes que pour les hommes. Donc l'effet de contrainte sur la performance, il joue beaucoup plus. Alors parmi les variables qui sont très importantes, il y en a 3. La première, c'est les agents. Donc on voit que les agents jouent très fortement pour les hommes et ils ne jouent pas du tout pour les femmes. Ce qui pourrait dire en fait intuitivement que les agents défendent moins leurs clientes que leurs clients, qui sont moins actifs dans la négociation, mais ce qui plaiderait aussi pour un argument de type consécration, en fait, ce que tu viens de présenter, Fabien, c'est-à-dire qu'en gros, les hommes parviennent, même s'ils ne sont pas très performants, ils parviennent à se faire signer par des agents qui sont puissants dans le champ et qui représentent d'autres réalisateurs qui, eux, sont très performants. Et donc, il y a un effet indirect du réseau qui permet de compenser
pour la pénalité de performance qui joue moins. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, les hommes auraient des moyens de contourner les contraintes à la performance, notamment en se faisant signer par des agents puissants. La deuxième chose, c'est le nombre total d'auteurs. Donc on voit qu'en fait l'effet il est beaucoup plus fort pour les femmes en négatif que pour les hommes, ce qui veut dire quasiment 2 fois plus fort. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un scénariste de plus dans le projet, effectivement, il faut se partager le budget d'écriture, plus le gâteau est le même, mais il y a plus de gens. En fait, la pénalité d'avoir un auteur de plus, il est beaucoup plus fort pour les femmes que pour les hommes qui doivent plus partager quand elles doivent effectuer un travail collectif. Donc ça plaiderait aussi pour plus de parité, enfin plus de parité, puisque il y a forcément des logiques collectives qui se jouent dans le travail d'écriture, etc., etc. Et la troisième chose, qui est à mon avis un truc un peu central, c'est cette variable qui dit que le réalisateur est aussi producteur de son film. Alors on a assez peu d'auteurs qui sont concernés par ça, mais les différences sont quand même importantes, puisqu'on a 10% des réalisateurs hommes qui produisent leurs films, alors qu'on n'a que 4% des femmes pour qui c'est le cas. Et là encore, en fait, on peut avoir un argument un peu cynique qui dit, bah voilà, un réalisateur qui est son propre producteur, il va décider de s'arroger des minima garantis aussi élevés qu'il veut. Et il y a des contrats où, honnêtement, quand on le regarde, c'est ce qu'on observe, quoi, où les contrats, ils font 2 pages et il y a écrit 300 000 € dessus. Et on se dit, bon, et là, on comprend qu'en fait, la personne produit son propre film, donc en fait, elle fait ce qu'elle veut, parce que c'est... Voilà. Mais on a un argument aussi, là aussi plus indirect, un effet de réseau, disons, puisque quand on est producteur, on siège dans les commissions d'attribution de financement, on connaît plus de gens, on peut circuler dans la profession, etc. Et donc, forcément, quand on passe à la réalisation, ou qu'on circule, en gros, c'est des gens qui circulent du côté du capital et du travail. Et donc, quand il y a des négociations, voilà, parce que c'est pas forcément un seul producteur, mais en tout cas, ça permet de peser plus dans la négociation. Et donc là encore, ça plaiderait pour qu'il y ait plus de femmes productrices de leur propre film ou moins d'hommes producteurs de leur propre film, peu importe comment on voit les choses. Voilà, je vais m'arrêter là.